préparer cette conférence de presse singulière, la dernière de ce mandat. Dans quelques instants, Antoine Homé va nous rejoindre. Il est en train de courir dans les allées du salon pour nous rejoindre. Pour vous présenter brièvement les choses, nous aurons donc Monsieur Thomas Rougier, qui est le secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, qui va vous présenter donc les éléments de l'étude qui ont été conduits par l'OFGL. Ensuite, Monsieur Luc Alain Vervich, et je remercie évidemment les deux personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, qui est, vous le savez, directeur des études de la recherche de la Banque Postale, va nous présenter effectivement aussi les éléments, les conclusions de notre étude. Avec Antoine Homé, on aura l'occasion de revenir sur les éléments et le climat météorologique budgétaire de 2025 pour ce qui me concerne. Et Antoine Homé vous dressera un rapide bilan de 2026 avant de céder la parole au premier vice-président de l'AMF, M. André Lignel, et évidemment de répondre à toutes les questions qui seront les vôtres pour cette conférence de presse. Merci beaucoup en tout cas de votre présence et sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Thomas Rougier. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à l'AMF pour sa confiance renouvelée sur le fait de nous confier à l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale le soin de dresser un état des lieux factuel de la situation financière du bloc communal. La mission, elle est difficile. J'ai 7 minutes pour faire un résumé d'une publication que vous avez, que vous pouvez trouver, qui est cap sur les finances communales et intercommunales. J'ai décidé de prendre l'option de vous présenter 4 principaux chiffres qui résument une partie de la situation et qui est en résonance avec la partie prospective qui sera présentée après. Le premier chiffre, il est très simple, c'est celui du volume d'intervention, du volume d'activité de ce bloc communal. Donc on est en 2024 à 180 milliards de dépenses de fonctionnement ou d'investissement en remboursement de la dette. Ça en fait l'acteur majeur, ça vous le savez, du secteur public local. C'est 2 fois le budget des départements et plus de 4 fois celui des régions. Donc ça nous fait un ensemble très, très dense, mais avec un bloc communal à l'enjeu financier primordial. Le deuxième des chiffres que je vous présente, il découle de ce que je vais décrire sur le cycle d'investissement. Dans ces dépenses, il y a les dépenses d'investissement, communes et groupements à fiscalité propre. Et il y a un cycle des dépenses d'équipement. Et les taux d'évolution que je vous présente ici, vous voyez, N, c'est l'année des élections. C'est 2020 pour le mandat actuel. Et on a le rythme des évolutions. Et ce mandat, si on le compare au précédent, celui de 2014, ou à la moyenne encore des mandats antérieurs, on constate assez vite que le mandat qu'on est en train de vivre, c'est un mandat relativement... Il a une allure assez classique. Une allure assez classique, mais toutes les évolutions sont accentuées. C'est-à-dire qu'à la veille des élections de 2020, il y avait eu un grand rebond de l'investissement en 2019, une forte chute en 2020, il y a un contexte Covid indéniable, et après, et c'est là presque le plus intéressant, c'est peut-être le moins visible, mais c'est le plus intéressant, c'est que la reprise des investissements intervient tout de suite, dès 2021, alors que classiquement, vous voyez que les années antérieures, il y avait l'année des élections encore un recul de ces investissements, à peu près quel que soit le mandat qu'on regarde. Donc ça, c'est un fait majeur. C'est une reprise très très forte. Et là, je suis hors effet prix. Donc je suis en volume. Donc c'est vraiment les réalisations supplémentaires. Et c'est important sur ce mandat-là parce que les élus, les agents territoriaux et puis les acteurs qui vivent avec eux ont connu une session d'inflation très forte sur la période, notamment sur les dépenses d'équipement avec des prix qui ont augmenté fortement. Et au final, et là on arrive au deuxième chiffre que je voulais vous citer, on a déjà sur les 5 premières années du mandat 15,5 milliards de dépenses d'équipement supplémentaires par rapport au mandat précédent. Et à prix comparable. Si je n'avais pas fait les prix comparables, j'avais encore plus. Mais à prix comparable, je suis à 15,5 milliards de dépenses d'équipement supplémentaires. Et quand on rajoutera les résultats définitifs 2025, on sera toujours sur un plus 10% et ça sera pas loin de 19 milliards probablement d'investissements supplémentaires sur ce mandat. Et ça, c'est un résultat collectif obtenu par les collectivités, par l'État qui a soutenu cette envie de changer la physionomie des investissements dans les collectivités, les financeurs et puis toutes les entreprises qui sont intervenues pour ces dépenses d'équipement. Donc 15,5 milliards supplémentaires, ne serait-ce que les 5 premières années du mandat. Le troisième chiffre que je vais vous présenter,
Le troisième chiffre, je vais vous le dire, il concerne l'autofinancement. Si je me mets là, peut-être que je peux directement... Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça bloque. Alors, c'est pas grave. Je vais faire 100. Alors, pour la partie prospective, ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, c'est bon. Sur l'autofinancement, un constat, c'est les évolutions bleues, c'est les évolutions de 2024 de l'épargne brute. L'épargne brute, c'est les excédents sur les recettes, des recettes de fonctionnement sur les dépenses. Et l'événement important pour 2024, c'est qu'il y a un essoufflement de cette épargne. Les années précédentes avaient été plutôt dynamiques. Il y a un essoufflement très clair avec des effets très différenciés en fonction des strates. Je ne vais pas plus loin dans le commentaire, mais ça, c'est important. Et la partie verte de l'évolution, c'est pas l'évolution, c'est la différence entre ce niveau d'épargne brute de 2024 avec celui de 2018. Et pourquoi 2018 ? Parce que c'est l'année comparable du mandat précédent. D'accord ? Et là, on constate qu'il y a un niveau d'épargne brute qui est très nettement supérieur à celui de 2018. Mais il faut mettre à côté de ça le chiffre qui est à droite dans ma présentation, qui dit aussi que sur la même période, les prix des dépenses d'équipement ont progressé de presque 17%. Donc vous êtes bien obligé d'afficher une évolution d'épargne brute avec beaucoup plus importante si vous voulez financer la même chose en matière de dépenses d'équipement, parce que ceux-ci ont pris une inflation forte sur la période récente. Donc tempérer le constat d'une épargne plus importante en 2024 qu'en 2018. Et le troisième chiffre concerne cet autofinancement. Il faut aussi aller plus loin et regarder l'épargne nette, c'est-à-dire l'épargne brute après financement des remboursements de dettes. Et un des résultats de 2024, c'est qu'il y a 5177 communes qui ont une épargne nette négative. Et ça, c'est un signal. Il est en augmentation par rapport à 2023. Il y a 740 communes de plus qui ont une épargne nette négative. Et ça fait partie des signaux. Parce que si on attend un signal sur l'ensemble de l'autofinancement, on ne l'aura pas ou on l'aura tardivement. Il faut regarder de très près la situation d'une partie des collectivités communes ou groupements à fiscalité propre sur leur épargne nette pour avoir une bonne vision du niveau d'alerte à notifier. Et mon dernier chiffre, il concerne l'encours de dette. Pour rappeler, je l'avais déjà fait l'année dernière, mais je sens bien que le message a du mal à passer. On est sur un cycle de modération très forte, mais vraiment très très forte, du recours à l'endettement. Et mon quatrième chiffre, c'est ce 0,7% de croissance de l'encours de dette du bloc communal, hors Paris, entre fin 2013, entre fin 2019 et 2024. Donc sur les 5 dernières années, 0,7% de croissance en moyenne annuelle sur la dette. Il n'y a quasiment pas de croissance de la dette. Et vous voyez que ma partie bleu foncé en bas, c'est les communes et il y a les groupements en vert. Il y a un bascule entre les groupements et les communes, mais surtout, il y a une modération extrêmement forte du recours à l'endettement. C'est un fait notoire. Alors maintenant, il reste à savoir s'il reste un chemin pour maintenir, voire développer, sur le mandat suivant, des ambitions en matière de services publics locaux et notamment en matière d'investissement avec les enjeux climatiques, bien entendu. C'est le travail mené par la Banque Postale et qui me permet de faire la transition en douceur vers Luc-Alain Vervy. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup aussi à l'Association des maires de France de nous avoir suggéré cet exercice qui effectivement est un peu particulier, d'imaginer dans quelle mesure à l'horizon 2030, puisque c'est le terme qui est fixé actuellement dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, en tout cas le premier terme, à l'horizon 2030, est-ce que justement le bloc communal a la capacité de tenir les engagements qu'on lui demande et dans quelles conditions? Alors, on a imaginé pour ce faire 3 scénarios. Premier scénario qu'on appelle tendanciel, qui en fait reprend des éléments exposés par Thomas, c'est-à-dire la logique cyclique des investissements, un certain nombre de choses qui sont connues, je pense notamment évidemment à l'augmentation du taux de cotisation à la CNRACL, et finalement une situation des évolutions à la fois macroéconomiques en termes de PIB, en termes d'inflation, qui sont celles reconnues à peu près de façon consensuelle, notamment par les travaux de la Banque de France, et aussi un certain nombre d'hypothèses propres à l'évolution du bloc communal, notamment sur la masse salariale et sur l'évolution des dépenses de personnel, avec un ralentissement assez fort finalement des rythmes de recrutement qui nous permettent de dégager un certain nombre de résultats. J'ajouterais que dans ce scénario, nous ne tenons pas compte du PLF, c'est-à-dire nous faisons comme s'il n'y avait pas de PLF, et pas du tout d'ordonnance non plus, si je puis dire. C'est-à-dire en fait une stabilisation des montants qui sont aujourd'hui connus dans les relations financières entre l'État et les collectivités locales. Deuxième scénario, vous le verrez, c'est ce qu'on appelle le scénario climat.
qui augmente évidemment le montant des dépenses d'investissement pour tenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, avec des chiffres qui ont été repris auprès du cabinet I4CE, que vous connaissez, je pense tous, et avec lequel nous travaillons déjà depuis 2023. Et le troisième scénario, c'est le scénario PLF 2026, dans lequel nous sommes repartis en fait de la tendance, sans intégrer d'investissement climat supplémentaire, mais en intégrant toutes les mesures du projet de loi de finances qui concernent le bloc communal, qu'il s'agisse des communes, qu'il s'agisse en particulier des EPCI sur le FCTVA, et qu'il s'agisse évidemment de tout ce que vous avez déjà enregistré. Je pense naturellement aussi au DILICO 2. Alors, dans tous les cas, le bouclage se fait par l'emprunt. Ce qui nous intéressait, c'était de voir dans quelle mesure l'encours de dette, qui a, comme Thomas le rappelait, été extrêmement sage finalement au cours des dernières années, redémarre et comment c'est compatible ou pas avec le processus de redressement des finances publiques. Premier résultat du scénario tendanciel, alors vous voyez la courbe en bleu en haut, c'est celle des investissements. On retrouve le cycle de début de mandat que tu as exposé avec une diminution en 2026 et une reprise progressive à partir de 2027-28. Les deux courbes de l'épargne en violet, épargne brute et épargne nette, avec une stabilisation dans un premier temps et une très légère accélération en fin de période. Mais comme tu l'as rappelé aussi, si les niveaux de cette épargne en 2030 finalement sont proches de ceux de la fin ou du début du mandat précédent, ils ne permettent pas de supporter l'augmentation potentielle des prix sur l'investissement. Et la courbe bleu clair, c'est celle de l'emprunt. Et vous voyez qu'on atteindrait 20 milliards d'euros d'emprunt pour le bloc communal, c'est-à-dire un montant qui est un peu supérieur à celui qu'on anticipe en 2025, d'après la note de conjoncture que nous avons publiée au mois de septembre, et un délai de désendettement qui finalement se dégraderait légèrement, mais à 5 années,3, qui resterait quand même très très en deçà des seuils prudentiels. Une épargne brute, vous le voyez, qui augmenterait entre 2025 et 2030 de l'ordre de 900 millions d'euros. C'est positif, ce n'est pas considérable. Le scénario a ceci de particulier cependant, qu'évidemment, il dégrade, il contribue à la dégradation des finances publiques. D'abord avec un recours à la dette, vous le voyez, un encours de dette qui atteindrait, c'est le graphique de gauche, 4,2% du PIB, et qui repartirait donc en légère accélération sur la fin de période. Et puis un besoin de financement, donc ce que l'État appelle classiquement le déficit public des collectivités locales, ici du bloc communal, qui se dégraderait aussi à partir de 2028 pour supporter le poids des investissements de la deuxième moitié temporelle du cycle finalement municipal classique, avec un niveau de besoin de financement, j'y reviendrai tout à l'heure, qui atteindrait environ 10 milliards d'euros. Donc un scénario tout à fait soutenable selon nous, mais qui effectivement interroge au regard de la nécessité par ailleurs de réduire la dette publique telle que le conçoit l'État. Le scénario climat est forcément beaucoup plus ambitieux. Vous voyez un écart d'investissement qui se chiffre à peu près à 10 milliards d'euros supplémentaires, mais avec des effets qui portent sur l'autofinancement, à la fois du fait des frais financiers, puisque les frais financiers augmentent parce que le recours à l'emprunt pour financer les investissements augmente également, et à cause de l'impact sur le fonctionnement d'un certain nombre de dépenses liées à la stratégie bas carbone. Je pense notamment aux dépenses de mobilité, puisque même si elles sont portées principalement par les EPCI, on sait aujourd'hui que l'équilibre économique de la mobilité collective est un équilibre déficitaire. C'est-à-dire que forcément, les EPCI seraient amenés à contribuer davantage au déficit d'exploitation, et ça a un effet naturellement sur leurs dépenses de fonctionnement. Deuxième élément, c'est le recours à l'emprunt. Vous voyez que là, on atteindrait 28 milliards d'euros en fin de période, ce qui est effectivement un chiffre assez marquant. C'est la courbe verte en pointillé qui est sur le bas. À peu près 8 milliards d'euros de plus que ce que nous avons envisagé dans le scénario tendanciel, et un délai de désendettement qui prendrait 2 ans de plus sur les 5 années de la prospective. 6 années,7 par rapport au seuil de 12 ans qui avait été fixé dans la loi de programmation 2018, c'est tout à fait encore supportable, au moins au niveau global, comme je l'exposerai tout à l'heure. Ça pose en revanche un certain nombre de difficultés locales. Puis le troisième scénario, c'est le scénario PLF. Alors le scénario PLF, il se caractérise d'abord par une diminution de l'épargne brute en 2026. Vous voyez la comparaison entre l'épargne brute du scénario tendanciel en violet
et l'épargne brute du scénario PLF en orange pointillé qui est juste en dessous. Alors l'écart ne paraît pas considérable parce que l'échelle évidemment monte à 80 milliards, mais l'écart est quand même de l'ordre de 3 milliards d'euros en fait entre le scénario tendanciel et le scénario PLF. Et cet écart s'accroît au fil du temps et il s'accroît principalement pour une raison particulière qui est le dispositif du DILICO 2 et notamment les règles de conditionnalité des remboursements. Dans la mesure où les dépenses du bloc communal augmenteraient à partir de 2027 ou 2028, par définition, ça signifie que les cinquièmes qui sont actuellement prévus cesseraient d'être remboursés. Une partie serait réintégrée dans les fonds de péréquation, mais autrement, l'essentiel des contributions cesserait en fait de revenir, au moins avant 2030, aux collectivités du bloc communal. Et vous le voyez, on a de ce fait un emprunt qui également augmente, puisque l'autofinancement se réduisant pour financer le même niveau d'investissement que dans le scénario tendanciel, il faut aller chercher de l'emprunt supplémentaire. On aurait donc un délai de désendettement qui, là encore, prendrait à peu près 2 années de plus. Caractéristique finalement de ces deux scénarios, c'est que le scénario climat et le scénario PLF ont à peu près les mêmes conséquences. J'ajouterai de façon très simple, il faut donc savoir ce qu'on veut. Alors, soutenabilité pour les finances publiques, évidemment, plus les scénarios sont dégradés ou contraignants, plus la situation de financement devient problématique. Vous avez ici la même courbe que tout à l'heure, mais cette fois en pourcentage du PIB. Vous voyez que si on s'attend, et je pense que tout le monde s'attend à un rétablissement en 2026-2027, en revanche, à partir de 2028, le besoin de financement du bloc communal finirait par descendre à 0,3 points de PIB dans le scénario tendanciel, 0,4 points dans le scénario PLF, 0,5 points dans le scénario climat. C'est évidemment intégré dans la réflexion pluriannuelle qui a été évoquée dans un certain nombre d'écrits quant aux modalités du rétablissement des comptes publics, mais c'est aujourd'hui évidemment incompatible avec les perspectives du programme, des éléments du programme de stabilité tels qu'ils ont été présentés au fil du temps. Donc, je le répète, tout dépend en fait de savoir dans quelle mesure l'État et les collectivités locales peuvent trouver en fait les modalités d'un accord sur la contribution des uns et des autres à la contrainte de diminution de la dette publique. Alors, derniers éléments qui nous paraissent intéressants, c'est évidemment l'analyse au niveau local. Il est impossible, à la fois dans le délai prescrit, si je puis dire, mais aussi pour des raisons techniques, de faire de la prospective à l'échelle de l'ensemble des collectivités du bloc communal. On a donc fait un exercice qui se veut évidemment illustratif plus que réaliste, mais qui consiste quand même à considérer par strate ou par catégorie ce que serait par exemple l'évolution de la part des communes ayant un délai de désendettement supérieur à 12 ans. Vous savez que 12 ans, je le répète, c'est le niveau prudentiel fixé dans la loi de 2018. Et donc, vous voyez, on voit que le pourcentage, quelle que soit la strate des communes concernées, donc qui seraient en situation de fragilité, augmente. Il augmente un peu plus dans le cas du scénario climat, qui est l'histogramme vert, un petit peu moins dans le cadre du scénario PLF, en tout cas dans les communes, pour des raisons qui tiennent au fait que dans le scénario PLF, on n'a pas les investissements climat. Mais c'est quand même assez significatif que de voir que, par exemple, dans les communes de 30 000 à 100 000 habitants, on aurait une commune sur 5 qui serait en situation de fragilité. Alors évidemment, on peut aussi considérer que c'est une façon de répondre à la question de réduction de la dette, parce que plus la situation est difficile, moins on a tendance à trouver de prêteurs. Et ça, je pense qu'on pourra éventuellement évoquer aussi cette question. Ce qui est caractéristique aussi sur les groupements, c'est qu'on retrouve le même phénomène dans les plus grands groupements, notamment, vous voyez, les communautés urbaines et les métropoles, sur lesquelles le scénario PLF, là, est plus meurtrier, si je puis dire, que le scénario climat ou que le scénario tendanciel, notamment du fait que l'effort demandé dans le PLF est proportionnellement plus important sur les EPCI qu'il ne l'est sur les communes. Et puis, dernière illustration de cette localisation des évolutions, on a fait la même chose par rapport à la trésorerie, puisque
Dans l'hypothèse que nous avons retenue, nous avons imaginé qu'on pouvait ramener globalement la trésorerie du bloc communal. Vous savez qu'elle a atteint des records il y a 2 ans au niveau de 60 jours de dépenses en moyenne. Évidemment, c'est extrêmement hétérogène. Mais on vous montre sur ce graphique la part des communes qui auraient une trésorerie inférieure à 60 jours, sachant que les plus petites communes ont en règle générale, pour d'excellentes raisons, une trésorerie plus importante que les plus grandes. Vous voyez l'histogramme bleu qui montre le pourcentage de communes qui avaient une trésorerie inférieure à 60 jours en 2024, et en bleu clair, le pourcentage qui aurait une trésorerie inférieure à 60 jours en 2030. Vous voyez donc notamment dans les plus grandes collectivités que ce pourcentage atteindrait en fait 90%. Ce sont sans doute des communes qui ont la capacité à gérer leur trésorerie, mais avec une moyenne qui tomberait, par exemple, et c'est le chiffre qui est indiqué au-dessus des histogrammes, à 19 jours dans les plus grandes collectivités, ça nécessite quand même une évolution potentielle des moyens internes de gestion et de pilotage de la trésorerie, qui existent, bien évidemment, mais dont on avait, il faut bien le dire, un peu perdu l'habitude au cours des dernières années, en tout cas avant 2023, pour des raisons qui étaient des raisons conjoncturelles. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de cette situation. Donc, je le répète, dont le principal enseignement, et je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on sache collectivement ce qu'on veut, et il faut notamment que l'État sache si la stratégie nationale est nationale et donc locale ou pas. Je n'insiste pas sur territoire et finances, sinon pour vous rappeler que c'est un document que beaucoup de communes apprécient et qui est évidemment publié aussi, comme tous les ans, avec la répartition que vous connaissez des ratios par strate et par appartenance intercommunale. Merci beaucoup. Messieurs, l'occasion de saluer l'arrivée d'Antoine Homé. C'est une promesse tenue. Je vous avais promis son arrivée. La promesse est tenue. Je vous confirme qu'on apprécie beaucoup la sortie de cette revue. Comme je vous l'ai annoncé en introduction de cette conférence de presse, je vais très rapidement vous balayer les éléments du présent. Ça sera bientôt un passé, puisque je vais vous parler de 2025 sur les éléments financiers du bloc communal. Qu'est-ce que révèle, ça a été rappelé par nos 2 précédents intervenants, l'analyse de l'investissement sur 2024, c'est qu'il est reparti à la hausse, mais que cette hausse masque quand même 2 réalités, à la fois un essoufflement, mais aussi des tensions. Après 2 années d'excédent, je voudrais vous rappeler que les collectivités territoriales et l'ensemble de leurs groupements dégagent donc un besoin de financement de prêts qui était de 5 milliards d'euros en 2023, mais qui a plus que doublé en 2024 pour atteindre et dépasser 11 milliards. 11 milliards 400 millions d'euros de besoins de financement. Alors, au milieu des milliards, parfois, on a plutôt tendance à oublier la réalité. Je voudrais juste vous indiquer que cette situation de 2024 est une telle aggravation qu'on ne l'avait pas connue depuis la crise des subprimes de 2008. C'est la raison pour laquelle, quand on dit que ça ne va pas bien, on arrive à le prouver. Donc 2008, donc près de 20 ans en arrière. Ces tensions, elles ne sont pas le fait de choses au hasard. Elles sont évidemment un certain nombre de choix de l'État, à la fois dans de la suppression de recettes, mais également dans un pilotage, et on en parle peut-être un peu moins, de plus en plus accru par l'État des dépenses et des recettes également, des budgets locaux par l'État. Trois points rapidement à vous rappeler dans ce pilotage. C'est à la fois évidemment en raison de la suppression du levier fiscal que représentait la taxe d'habitation. L'ajustement des recettes pour les communes est évidemment aujourd'hui beaucoup plus compliqué, dans le sens où le produit fiscal direct ne repose plus, vous le savez aujourd'hui, que sur les propriétaires et la taxe foncière. Un chiffre à vous donner, les 2/3 de la fiscalité locale aujourd'hui reposent sur les seuls propriétaires dans notre pays. Ces tensions, elles sont évidemment le fruit de l'adossement de plus en plus important des recettes locales à la TVA. Vous savez que dans le grand bateau de « je t'enlève, je te compense », beaucoup de recettes ont été prises sur les recettes de la TVA. Et par essence, ces recettes de TVA sont beaucoup moins reflétantes d'une réalité locale. Et vu que la TVA, vous le savez, est très dépendante de l'activité économique, eh bien, les recettes de TVA affectées aux collectivités locales le sont tout autant. Et puis,
c'est aussi un des effets pervers qu'on rappelle depuis plusieurs années, c'est l'évolution socio-économique, finalement la réalité qu'il y a entre une ville et ses contributeurs, et notamment l'ensemble des personnes qui payent des impôts. Alors on a ce fameux COCO, le fameux coefficient correcteur que le monde entier ne nous envie pas, puisque vous le savez qu'en compensation de la taxe d'habitation, ce fameux COCO avait été mis en œuvre pour écrêter un certain nombre de recettes fiscales de manière à pouvoir les transférer à d'autres communes. Et donc aujourd'hui, c'est simple à comprendre, nous avons un certain nombre de recettes qui sont de plus en plus déconnectées du territoire administré par les villes. Puisque cette photographie, plus on va s'écarter des bases et d'avant la suppression de la taxe d'habitation, et bien évidemment, toute forme d'évolution à la hausse, en termes de nombre d'habitants par exemple, eh bien, ne se retrouve pas dans les comptes. Je voudrais avoir une pensée également pour nos collègues d'outre-mer qui sont d'autant plus pénalisé que ce COCO écrète une partie du foncier bâti pour la compensation. Donc c'est encore plus difficile pour nos collègues d'outre-mer. Quelque chose de simple à comprendre, tout nouvel habitant ne génère pas de recettes fiscales à la hauteur des besoins croissants par ailleurs qu'il doit être couvert par la ville qui l'héberge. Et ça pose un problème simple qui est d'ordre philosophique, mais qui a quand même un élément fondamental du consentement à l'impôt, c'est le problème d'égalité devant les charges publiques de nos concitoyens. Aujourd'hui, et ça fait quelque temps qu'on en parle, le bloc communal perd la maîtrise de l'évolution de ses recettes, et par définition, il n'y a pas de magie, les équilibres du bloc communal s'en ressent. Et puis, le compensation de la taxe d'habitation dont je vous ai parlé, évidemment, ce dispositif de compensation ne prend pas en compte l'évolution que l'on peut avoir dans la ville. C'est la raison pour laquelle l'AMF propose, repropose et proposera toujours une remise à plat complet du système. Je voudrais aussi vous rappeler qu'aujourd'hui, pour avoir des recettes, il faut augmenter. Avant, on augmentait taxe d'habitation, taxe foncière. Et bien aujourd'hui, il faut augmenter encore plus la taxe foncière, même si les maires ont été très sages au cours de ce mandat. Beaucoup, et la très grande majorité, n'ont pas augmenté leur taux. Il est parfaitement possible, notamment dans les cas des actes de décentralisation dont on nous parle très régulièrement, d'imaginer, en même temps que cette redistribution, finalement, l'affectation de produits fiscaux propres. Et ceci, évidemment, sans aggraver le pourcentage de prélèvements qui pèse dans notre pays et qui, comme vous le savez, est un record parmi les partenaires de l'OCDE. Donc, il ne s'agit pas pour nous de prendre les bonnes nouvelles et nous dire que ce sont les maires qui ont augmenté les impôts, donc retournez tout vers eux. Pour conclure, avant de laisser la place au futur flamboyant que va nous exposer Antoine, 2025, c'est une stabilité de l'autofinancement, une hausse de l'emprunt, c'est logique, avec toutefois, et c'est plutôt à souligner, une hausse plus modeste en 2025 qu'en 2024. On devrait franchir les 5 années d'épargne brute, loin, comme on le disait tout à l'heure, des seuils d'alerte précédemment exposés. Ce qu'on peut regretter, de toute façon, c'est ces restrictions financières imposées depuis des années par l'État aux collectivités locales, malheureusement, ne se soldent pas par une amélioration des comptes de l'État. C'est la raison pour laquelle on dira toujours que s'attaquer aux finances des collectivités locales, c'est sûrement très rapide et parfois efficace, mais ça ne résout malheureusement pas le déficit de l'État. Aujourd'hui, il y a un deuxième point, avec un sentiment qu'il sera, à mon avis, d'autant plus mesurable en 2026, c'est le fait finalement d'avoir des maires progressivement dépossédés de tout moyen à leur disposition pour essayer d'adapter territoire par territoire telle ou telle politique, et aussi aux concitoyens de pouvoir juger leurs édiles en fonction de cette politique fiscale. Mais je laisse la place à Antoine pour la partie 2026, mon cher Antoine. Merci, cher Emmanuel. Très heureux de vous retrouver toutes et tous pour ce point presse traditionnel qui nous réunit en ce début de congrès dans un certain brouhaha, donc on va parler fort. Merci à Luc-Alain Verviche, que je vois souvent et dont on connaît l'expertise approfondie. Merci à Thomas Rougier, lui aussi toujours très précis. Salutations particulières à Philippe Laurent,
Nous avons travaillé ensemble tant d'années et nous avons toujours plaisir à nous retrouver. Et puis merci à Emmanuel d'avoir fait l'introduction puisque je lui ai dit que je vous rejoignais. Salutations également aux équipes de l'AMF qui sont petites mais vaillantes. Et puis à vous toutes et tous, journalistes qui représentez la presse qui s'intéresse aux finances locales. C'est vrai que Emmanuel vous a dressé un constat compliqué, difficile, mais l'avenir ne s'annonce pas meilleur, hélas. Alors j'étais avec d'autres, dont Philippe, au comité des finances locales il y a à peu près un mois. Donc on était là au ministère de l'écologie, dans une espèce de salle assez dépouillée. Il y avait Madame de Montchalin, il y avait Madame Gattel, les ministres en charge. Et moi je me disais, voilà, quand même dans le contexte dans lequel on est, une république parlementaire enfin. Parce que moi je suis à côté d'un Girondin, mais comme je suis alsacien, je suis aussi Girondin. Vous voyez ? Je me disais, ça va changer, on va nous respecter, on va dialoguer. Bon, j'avais déjà été inquiet lorsque j'avais vu les annonces de M. Bayrou avant la censure. C'était déjà très dur. Mais là, je n'ai pas été déçu, effectivement. Nous avons eu droit à un vrai musée des horreurs. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, et tout ça a été dit sur un ton un petit peu détaché, qu'on avait ressorti toutes les collections vintage de Bercy. Tout ce qu'on peut pomper, tout ce qu'on peut prendre pour affaiblir les collectivités territoriales. Alors on a fait l'addition avec André Laniel, évidemment, on est arrivé à 7,5 milliards. Si l'on prend les différentes baisses en fonction de l'investissement, les crédits aussi, on parlait de l'outre-mer, particulièrement impacté, donc 7,5 milliards. Alors c'est en gros un peu moins du quart de l'épargne brute des collectivités territoriales. Nous pensons que certains gouvernements doivent se dire, bon, les maires, ils vont gueuler, mais ils sont disciplinés, à la fin, ça passera. C'est inacceptable. Alors, je suis allé discuter avec Françoise Gattel, que j'aime bien. Elle était de l'autre côté du miroir il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, moi, tu sais, tout ça se discutera au Parlement. Alors, moi, je me méfie. Il n'y a plus le 49.3, mais il y a le vote bloqué. Il y a plein, dans la Constitution de la Ve République, il y a plein de procédures antidémocratiques qui permettent d'aller au-delà de la volonté des parlementaires. Et donc, nous ferons bientôt les auditions au Sénat, parce que c'est beaucoup là que ça se joue. Et nous pensons vraiment, non pas parce que nous sommes des caliméros conservateurs, mais parce que derrière ce qui est en jeu, c'est le maintien des services publics locaux, qui sont ces services, ceux auxquels nous habitantes et habitants, qu'ils connaissent, qu'ils fréquentent. C'est ça qui est en jeu. C'est pas nous, on dit nous les maires. C'est pas notre statut, c'est pas nos moyens propres en tant que maire, c'est surtout cette situation où les services publics locaux sont menacés. Alors je vous le disais, ce qui est en jeu, c'est le quart de l'épargne brute des collectivités, de l'épargne brute. Et pourtant, nous avons contribué depuis longtemps, ça a été rappelé, la DGF, c'est depuis 2014, c'est 80 milliards, en effet report. Les contrats de Cahors de sinistre mémoire. Alors il y a d'ailleurs dans le PLF des mini-contrats de Cahors à nouveau. On nous dit sur le Dilico, j'y reviendrai, que si on dépense trop, il y a des punitions collectives. Voilà. Moi, j'avais compris qu'on était dans des phases de co-construction, de république parlementaire. Alors d'un côté, on débat de sujets importants, bien sûr, les retraites, la taxe Zuckman, et puis les collectivités, on pense qu'on peut les tondre comme ça. Donc j'étais quand même étonné de la façon de faire, et encore une fois, plus que jamais, j'avais l'impression, y compris sur le FCTVA, de revenir. Alors j'ai un peu d'ancienneté, Philippe aussi, et on se rend compte que Bercy, c'est quand même pas une force de renouvellement formidable, et qu'on retrouve toujours les mêmes idées qui reviennent. Après, il faut trouver des vecteurs. Alors effectivement, moi ce que j'espère, et on entendra le Premier ministre jeudi, c'est qu'entre ce qui est annoncé, qui est manifestement excessif, voire grotesque, on revienne à la raison, et que notamment les débats au Sénat permettent d'alléger très sensiblement cette contrainte qui n'est tout simplement pas supportable. Alors, il y a la DGF d'abord. La DGF, on n'en parle pas beaucoup parce que le reste du musée des horreurs est tellement vaste. Mais, chers amis, nous pensons qu'avec le gel de la DGF, plus la DSU, DSR qui progresse, c'est, si on y prend garde, si ça reste là, plus de la moitié des communes, plus de la moitié, qui auront des baisses de DGF. C'est quand même considérable. Le Dilico. Alors, le Dilico, alors on avait le COCO, alors chacun son sigle, moi c'est le Dilico. Dispositif de lissage conjoncturel. C'est une forme de vol, voilà, puisqu'on prélève des recettes. Ah, vous savez, on avait la première saison, c'est comme des séries américaines, vous savez, là, je ne regarde pas trop, mais bon, j'en discute avec mes enfants. La première saison, c'est pas mal. Alors voilà, donc là, on vous dit, écoutez, on va vous prendre ça,
mais on prend qu'aux gros. Alors les gros, ils ne sont pas forcément riches, hein, parce que comme dit le proverbe chinois d'ailleurs, lorsque les gros maigrissent, les maigres meurent. Et donc maintenant, c'est tout le monde. D'ailleurs, dans l'UDICO 2, nous dit-on, beaucoup plus de communes vont être touchées, et y compris des communes de petite taille. Alors on ne sait pas qui c'est, puisque les critères sont tellement complexes que même nous, les derniers spécialistes des finances locales, on est perdus. On attend des logiciels, des algorithmes qui peut-être se tromperont. Et alors il y a là le retour. Alors le retour, évidemment, mais ça on s'en doutait, il n'est pas celui qui a été prévu. Et dans la phase 2, on nous dit même qu'il sera conditionné. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'on a peu de chances de revoir cette oseille, si vous permettez cette expression, et que ce qui reviendra serait évidemment, comme toutes les compensations, remise en cause. Donc nous restons, nous AMF, totalement hostiles au DILICO 1, 2, voire 3, puisque jamais 203. C'est un mauvais mécanisme, c'est un mécanisme anti-économique et punitif. Mais il y a très grave aussi, derrière cet arbre, il y a la forêt de l'investissement. Alors vous avez évoqué la transition écologique, son financement, très bien. C'est ce qu'on appelle les injonctions contradictoires, hein. Investissez, messieurs les maires, avec vos équipes, mais on va vous couper les ailes. Et pourtant, c'est un grand enjeu. Et on ne le redira jamais assez, la création du fonds d'investissement pour les territoires, le FIT. Alors je sais que c'est à la mode, puisque tout le monde essaie de faire un peu de sport. Eh ben, le FIT, il n'est pas très fit, hein, puisque dedans, on fusionne la DETR, la DSIL, la DPV, moins 200 millions. Alors, avec un fléchage sur les projets environnementaux, plusieurs observations. La DPV, c'est une dotation vraiment pour les villes qui ont des QPV importants, donc elles risquent d'être privées de moyens. Donc ce n'est pas bien en termes de cohésion sociale. La baisse des crédits, ça va freiner l'investissement qu'on a réussi à maintenir par notre bonne gestion. Et puis, dernier point, nous sommes très hostiles au fléchage. Nous ne sommes pas des élèves de maternelle, qui sont d'ailleurs très respectables, et nous n'avons pas besoin de l'État pour faire de l'écologie, de la politique environnementale. Chez moi en Alsace et ailleurs, on en faisait bien avant, et on n'a pas attendu que des génies nationaux nous disent que l'écologie, et c'était important, et que voilà. Donc ça suffit le fléchage. Il faut que sur les dotations d'investissement, on soit libre de mettre en œuvre nos politiques publiques. Alors on peut discuter, on peut être dans une logique de contrat avec l'État, ce genre de choses. Mais il faut arrêter ce système jacobin, directif, infantilisant, qui d'ailleurs a très largement conduit la République française dans la situation financière catastrophique dans laquelle elle est. Plus un pays est centralisé, et ça c'est mon avis, plus il gère mal, plus il est décentralisé, plus celui qui définit la norme est celui qui la paye, et ça rend responsable. Faisons un peu de benchmark européen et on se rendra compte autour de nous que les systèmes décentralisateurs, cher André, toujours très heureux de te voir, sont les meilleurs. Alors, je vais vous parler aussi du fonds vert, qui est réduit de 500 millions. On l'avait avant cette démonstration de Pierre-Alain. Et donc, dans le scénario numéro 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que si le PLF devenait la loi de finances, eh bien, le financement de la transition écologique serait mis à mal de façon extraordinaire. Donc c'est ce qu'on appelait les injonctions contradictoires. Je vais quand même vous parler du FCTVA. Il y a une quinzaine d'années, je commençais un peu, là j'étais au comité des finances locales, et Bercy voulait transformer le FCTVA en dotation. Ils n'ont jamais aimé ça. Nous avons toujours dit c'est un remboursement. Mais alors là c'est la totale. Non seulement on change les dates d'effet, mais on réduit l'assiette. Tout ça est profondément récessif et c'est une rupture de contrat. Et enfin, pour terminer, il y a la fameuse CNRACL. C'est quand même extraordinaire, nous sommes les seuls à être tapés. Je vous rappelle que nous avons participé à la compensation interrégime pour plus de 100 milliards, et ça continue, et ça continue. Bref, les choses sont assez claires, l'AMF est fortement mobilisée. Ce projet de loi de finances est non seulement inadmissible, il est scandaleux, il est anti-économique, il est démagogique. Il y en a assez que les gestionnaires locaux soient la variable d'ajustement de la mauvaise gestion des finances de l'État, qui devrait en effet commencer par faire, je dirais, des choix qui concernent ses propres finances et pas toujours taper le voisin, qui d'ailleurs gère beaucoup mieux que lui. Vous l'aurez compris, à l'orée de ces discussions au Sénat et pour le reste, nous sommes combatifs et mobilisés, et nous ne laisserons pas faire parce que trop, c'est trop. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je salue très chaleureusement André Léniel qui nous a rejoints pour la session des questions-réponses. Pour le plaisir de vous entendre. Avant tout, j'en doutais pas. Merci. Et puis maintenant, nous avons effectivement une demi-heure.
donc avant le déjeuner, que nous allons partager comme chaque année. Et c'est le temps des questions-réponses qui nous concerner André, moi-même, Emmanuel, Thomas et Luc Alain qui sont restés avec nous, Philippe, toutes celles et tous ceux qui sont là et qui s'intéressent à ces sujets épineux depuis quelques années déjà, mais toujours avec pugnacité et énergie. Voilà. Merci. Et transpartisan, toujours. C'est la force de l'AMF. Voilà, Virginie Chaponneau, qui travaille au service des finances de l'AMF, va donc effectivement vous donner la parole tour à tour, car je ne doute pas que vous avez, je fais un peu de teasing là, hein, énormément de questions brûlantes et stratégiques. Bonjour. Thomas Beurel, Ocaltis. Dans ce contexte compliqué, les communes cherchent sans doute des solutions, des financements pour donc financer leur politique. Où est-ce qu'elles trouvent des marges de manœuvre? Est-ce qu'on peut dégager quelques solutions qui sont couramment utilisées par les communes? Bon, je peux en dire un mot, mais le sujet, bon, je suis aussi vice-président d'une grande agglo. Hein. Alors les agglos ont été fortement touchés déjà l'an dernier, à un moment, évidemment, et ça a un impact sur le service public. Il y a la question des RH, de la masse salariale. Hein. Nous avons eu des transferts de charges très importants dans des domaines d'action publique. Et donc c'est vrai qu'on est obligé de faire des choix, parfois de pas renouveler des postes, etc. Et pourtant, il y a derrière des besoins à satisfaire. Donc c'est ce que je disais. La conséquence de ces politiques, c'est un affaiblissement des services publics locaux, qui sont les services publics que rencontrent nos concitoyens. Il faut bien voir quand même, ici on est à Paris, et je ne me réjouis pas que sur le territoire, l'État déconcentré a largement disparu du radar de nos concitoyens. On est élu depuis quelques temps, moi j'ai connu une époque, on travaillait avec la DDE, Direction départementale d'équipement, avec la DAS, on coproduisait. On allait faire des cartes d'identité dans les sous-préfectures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Si vous allez dans une préfecture, je ne m'en réjouis pas, le vendredi à 16h, vous avez le préfet qui sont stagiaires INSP, et voilà. Et donc ça veut dire qu'en réalité, nous sommes le porteur des services publics. Après, il y a les opérateurs de l'État. Bon, moi-même, hein, comme j'aime pas le piston, j'ai essayé de faire une carte vitale hein, pour une de mes filles, j'ai mis 6 mois. Parce que voilà, il me demandait pour la créer de produire la précédente qui n'existait pas. Puis ensuite, la photo est partie à Poitiers et c'est revenu. Alors elle me disait, mais je ne comprends pas, papa. Je dis, voilà, ça c'est du live. Et donc, numérisation excessive, plus aucun accueil. Et donc, le dernier endroit où il y a une petite lumière qui brille, c'est la mairie, c'est monsieur le maire, ses adjoints et le personnel communal. C'est pour ça que ces baisses de moyens sont très graves, parce qu'elles altèrent la proximité des services publics locaux. Je voulais compléter la réponse par quelque chose qui me semble important dans votre question. C'est de souligner un effet dont on ne parle pas beaucoup, c'est un effet un peu domino. Toutes les collectivités locales vont mal, toutes, pas plus que l'État, les régions, les départements, les communes. Et très souvent, dans les investissements, on est plusieurs investisseurs, avec des proportions différentes selon le projet. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour les maires. D'abord, ces cofinancements sont réduits, disparaissent ou parfois sont fléchés. Et par ailleurs, d'essayer de se dire quel maire demain, malgré un besoin important, il faut se souvenir que sur le fonds vert, on nous a fait quand même beaucoup de leçons sur qu'on n'investissait pas assez, ce n'était pas la bonne façon, peut se projeter avec autant d'inconnus devant lui. C'est quand même, les règles du jeu changent chaque année. Les dispositifs exceptionnels sont désormais récurrents. Et donc c'est quand même très déséquilibrant, et ça va finir par peser très lourdement, parce que les maires sont des investisseurs, quels qu'ils soient, et je rappelle le poids capital qu'ont les communes dans l'investissement public dans notre pays, de manière à pouvoir le restreindre. Alors on aura peut-être des effets économiques à très court terme, mais avec de vraies difficultés pour répondre aux besoins élémentaires à satisfaire la population. Par ailleurs, on va rentrer dans un tunnel électoral inédit. Entre mars 26 et 28, tous les exécutifs locaux et nationaux vont être renouvelés, avec autant de règles changeables dans 2 ans. Donc autant vous dire que malgré les projections
optimiste. On va espérer qu'il n'y ait pas de nouvelle pandémie en 2025-26. Eh bien, on va se retrouver devant de vraies incertitudes et pourtant des besoins des collectivités qui n'auront pas diminué, bien au contraire. Tu parlais de transfert de charges, on va nous reparler très certainement du service de la petite enfance, tout un tas de choses. L'État est toujours sans limite quand il s'agit de transférer ses compétences ou ses obligations vers les collectivités locales. Donc, votre question me permet de nous soulever un peu ce côté aussi partenarial qui, à mon avis, va peser lourd dans l'investissement des collectivités locales et évidemment des communes dans les prochaines années. Bonjour, je suis Jessica Ibeleiden, je suis journaliste à Bâti Actu. J'avais une question concernant les dépenses d'équipement parce qu'il semblerait que dans le bâtiment et dans les travaux publics, il y ait des mouvements un petit peu différents. Dans le bâtiment, on a l'air de dire que finalement, ça se maintient à peu près parce que justement les collectivités investissent notamment dans la rénovation du bâti public, alors que dans les travaux publics, on a remarqué un trou d'air qui est intervenu plus rapidement que d'habitude par rapport aux cycles électoraux. Je voulais savoir, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est assez général? Enfin, quel commentaire est-ce qu'on peut en faire de ça? Il y aura baisse sur les deux sujets. Il y en a une qui est plus rapide que l'autre. Mais on peut l'expliquer de manière purement pragmatique. C'est plus facile de décaler la réfection d'une rue que de ne pas refaire la toiture si elle fuit. Et donc, évidemment, quand on a le choix restrictif de choisir entre un toit qui fuit et une rue à refaire, on s'occupe d'abord du toit, c'est-à-dire du bâtiment. C'est ce qui explique que la décélération sur le bâtiment, parce qu'il y a, j'allais dire, plus d'urgence quotidienne dans le domaine du bâtiment qu'il n'y a d'urgence quotidienne dans le domaine de la voirie. Il y aura un nid de poule de plus. Au point où on en est. Je parle nationalement, je ne parle pas dans chacune des communes qui sont représentées ici, bien entendu, où tout est parfait. Voilà, donc ça s'explique, j'allais dire, très concrètement. Mais les deux baisseront. Nous savons les uns et les autres que l'autofinancement est en déclin. Je parle de l'autofinancement net, parce que vous pouvez augmenter votre autofinancement brut, il suffit que vous fassiez des emprunts, ce qui n'est pas vraiment l'idéal dans la durée. Donc l'autofinancement net, il s'est déjà, j'allais dire, très affaissé en 2024. À la fin de l'année 2025, on découvrira qu'il s'est à nouveau affaissé. Et malheureusement, ce qui nous est promis pour 2026, mais j'espère que pour une fois, ça sera une promesse non tenue, mettrait fin, j'allais dire, à la capacité d'autofinancement de la plupart des collectivités. C'est déjà en grande partie vrai pour les départements. Les régions, je le rappelle toujours, à la fin 2024, étaient à 4 jours de trésorerie. 4 jours en moyenne de trésorerie pour les régions, fin 2024. Bon. Et quant aux communes, ça dépend de la taille des communes, ça dépend de tout un ensemble, parce que l'uniformité est moins vraie sur 35 000 communes que sur 16 régions, mais elles sont touchées. Elles sont touchées, et on l'a vu dans la fin 2024, c'est-à-dire les comptes de l'année terminée. Ça ne peut pas encore dire pour 2025, puisque nous avons vu baisser de manière considérable nos trésoreries. Or, nos trésoreries, c'est souvent aussi le résultat de nos marges nettes qui se sont accumulées. Or, en 2024, en moyenne, la trésorerie des collectivités territoriales a baissé de 41%. Et elle va baisser probablement dans des proportions identiques, voire supérieures, en 2025. Ça veut dire qu'à la fin 2025, nous serons probablement à des taux de trésorerie qui deviennent totalement ridicules, pour ne pas dire dangereux, pour nos collectivités. Donc voilà la réalité du terrain. Oui, bonjour. Yann Charel Marinet pour la Gazette des Communes. 2 questions. La première sur les contributions. Vous en voulez aucune, mais le gouvernement dit qu'il faut participer au redressement des comptes publics. Quelles mesures vous pourriez garder Aucune. Aucune, tout simplement, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que chaque année nous sommes ponctionnés. Je rappelle que la ponction sur la DGF,
la dotation globale de fonctionnement, sur les 10 dernières années, en cumulé, ça représente 82 milliards. 82 milliards de manque à gagner pour les collectivités territoriales. Vous voulez me citer un autre secteur qui a été autant ponctionné proportionnellement à son importance? Il n'y en a pas. Donc nous avons déjà donné. Et nous sommes devenus une pure et simple variable d'ajustement de la part de l'État. Nous sommes considérés comme des sous-traitants, mais des sous-traitants maltraités. Et c'est bien entendu totalement inacceptable. Nous l'avons dit année après année. Nous sommes aujourd'hui au moment où nous arrivons à la rupture. Si les 7,6 milliards de ponctions de dépenses nouvelles qu'on nous promet pour 2026 étaient maintenus, nous serions à la rupture. Je ne rencontre pas un maire qui me dise je fais facilement mon budget 2026. Si vous en rencontrez, je me réjouirai de les rencontrer pour savoir quelle est leur baguette magique. Mais la réalité, elle est là. Je veux dire, elle est souterraine. Chaque maire ne fait pas une manif dans sa commune. Ce n'est pas le tempérament, ce n'est pas la méthode. Mais tous sont dans cette préoccupation majeure. Je répète, plus ou moins tendu, ce n'est pas vrai de la même façon dans une commune de 300 habitants et dans une ville de 30 000, ou encore plus de 300 000, bien évidemment. Mais nous sommes aujourd'hui au niveau de la rupture. Je crois qu'il faut que chacun en prenne conscience, et d'ailleurs les scénarios qui sont proposés démontrent que l'autofinancement net, dans tous les cas de figure, est soit en baisse forte, soit en effondrement. Je pense qu'on ne mesure pas la colère et la désespérance des maires aujourd'hui. Et je pense qu'il d'ailleurs se verra sur le nombre de candidats qui se présenteront, notamment dans les communes les plus petites. André a raison de le souligner, parce que plus c'est petit, plus c'est quand même compliqué, parce qu'il y a beaucoup de maires qui n'ont pas la chance d'avoir des services autour d'eux, d'ingénierie pour leur permettre d'être accompagnés. Et de rappeler qu'on sort quand même d'un mandat singulier. Crise sanitaire, crise géopolitique et crise d'énergie. À chaque fois, indépendamment des ponctions de l'État, qui n'ont, et je le rappelais tout à l'heure, jamais servi à équilibrer les budgets, les comptes de l'État. Vous nous dites, vous êtes prêts à quoi? Mais si on voyait, ou si on avait dû voir par le passé, que les ponctions faites sur les collectivités locales avaient contribué à redresser les finances de l'État, on pourrait se dire, ça peut être un système qui fonctionne. Mais indépendamment de la ponction en cumulé qui va dépasser les 100 milliards d'euros, parce que là on ne parlait que de la DGF, il y en a tant d'autres, aujourd'hui c'est le fait de dire que c'est finalement une recette qui ne marche pas. Alors c'est la plus pratique, c'est la plus rapide, parce que les maires de toute façon n'ont pas d'autre choix. Je pense qu'il y a aussi un pari politique qui consiste à dire, ils ajusteront avec la fiscalité les éléments, et c'est aussi méconnaître quelque chose qui est en train de monter beaucoup, c'est le nombre de propriétaires qui ne seront pas forcément en mesure de payer des taxes foncières, parce qu'elles ont connu beaucoup d'augmentation. On a eu des bases très dynamiques avec l'inflation. Ces bases ont été en correspondance. Et je le rappelle très souvent à un certain nombre de représentants de Bercy, être propriétaire, c'est pas être riche. Il y a des propriétaires qui sont riches. Mais aujourd'hui, on a quand même une singularité avec ce système. Vous êtes locataire, vous gagnez 3 fois le SMIC, vous ne payez pas d'impôt direct. Vous êtes propriétaire, vous en avez hérité, ou vous avez eu la chance d'investir là-dessus, vous payez des impôts directs. On a complètement changé le système et je pense que la rupture, elle est aussi là. Il n'y a plus aucune visibilité entre notre système fiscal local et la réalité des produits. Oui, alors on recevra le Premier ministre jeudi. Alors il paraît. Bon, d'ici là, il devrait encore être là, même si ça change beaucoup en ce moment. On a envoyé des courriers, plusieurs courriers, pas au même Premier ministre. Mais plus sérieusement, comment peut-il, lui ou un autre, nous parler d'approfondir la décentralisation, alors que dans le même temps, nous étions au comité des finances locales, ces ministres présentent une copie aussi caricaturale. Je pense qu'effectivement, le Parlement doit jouer son rôle, et moi je suis un parlementariste de toujours, mais on doit quand même partir de propositions qui sont sérieuses. C'est-à-dire qu'il peut arriver, y compris au niveau local, dans des discussions nous-mêmes, il y a des points de départ, des points d'arrivée. Mais comment peut-on proposer, dans un contexte politique qui est celui où il n'y a pas de majorité parlementaire, une copie aussi inadmissible et scandaleuse? Donc nous ne sommes pas des conservateurs ronchons qui diraient non par principe, mais trop, c'est trop, quoi. Ça suffit.
Et donc, en plus, on est aussi en année préélectorale. Je crois qu'il n'y a, et on l'a vu pour la CNRACL, aucune catégorie de pouvoir public dans ce pays qui sont malmenés comme les maires. Et les mêmes nous diront, peut-être jeudi, que nous sommes formidables, qu'on nous adore, que nous sommes les fantassins de la République. Eh bien, si on met à mal les fantassins de la République, c'est la République elle-même qui est menacée dans ses fondements. J'hésite pas de le dire. Donc voilà, donc nous partageons une opposition claire et franche à ces mesures qui sont mortifères et scandaleuses et qui doivent être annulées au Parlement, nous l'espérons. Sans quoi, effectivement, je crois que la réaction des élus locaux sera à la mesure du sort qui nous serait fait. Et donc la deuxième question, sur les scénarios 2026-2030 qui nous ont été présentés, comment vous les entendez? Est-ce que les maires auront des marges de manœuvre pour le prochain mandat? Qu'est-ce qu'il faut choisir je reviens, mais donc c'est la présentation de Luc-Alain Verviche. Il a présenté 3 scénarios, et notamment le point de savoir si on pouvait financer la transition écologique. Mais alors ça, c'est très intéressant. Et ça nous ramène à la question d'avant. On a vu que dans le scénario 3, c'est-à-dire le PLF, on est dans les choux. Et que par conséquent, le même État qui nous enjoint de financer massivement la transition écologique, parce que ça ne se fera pas sans les collectivités territoriales. Honnêtement, toutes les politiques publiques aujourd'hui sont coproduites dans ce pays. Bon, eh ben, si c'est ça, ça ne sera pas possible. Et je vous citais le FIT, là, Fonds d'investissement de territoire, qui est une arnaque, qui conduit notamment à mettre à mal la DPV, à diminuer les crédits, les baisses drastiques du Fonds vert, qui avait été créé il y a quelques années, on nous annonçait bon et merveille. Donc, c'est ce qu'on appelle les injonctions contradictoires. On vit ça aussi au Conseil des normes ou ailleurs. Lundi, on nous dit fait, et mardi, le même qui nous dit fait, défait. Donc c'est le problème de la crédibilité, du sérieux, de ce qui se dit au niveau de l'État. Donc typiquement, le scénario numéro 3, que nous ne souhaitons pas, est à craindre si l'on reste dans les mêmes perspectives en termes de loi de finances. Et derrière ces investissements, il y a des économies à terme. Quand vous rénovez un patrimoine public, on sait que le patrimoine public est dans notre pays très souvent ancien et très souvent mal isolé, par exemple. Demain, nous restreindre sur l'investissement, c'est ne pas dégager dans cette fameuse section de fonctionnement qui est tant inquiétante pour nous, la capacité de faire des économies d'énergie. On parle de la partie, évidemment, le bilan environnemental, il est capital, mais dans les charges fixes des collectivités, il y a une grande part également de fluide, enfin voilà, comme dans un ménage plus classique. Et ça nous empêchera aussi de faire des économies demain. Donc c'est un coup double assez meurtrier. Allez-y, nous avons encore juste 10 minutes, puisque je crois que l'AG est à 13h30, donc à midi et demi, il faudra que nous allions passer à côté pour le déjeuner. Alors allez-y, il y a encore la place pour quelques questions. Vous n'avez pas assommé, non? Ça va. Hein, c'est bon? Bon, écoutez, si c'est le cas, alors moi, juste quelques mots de conclusion à nouveau pour remercier André, dont l'agenda est très chargé, de nous avoir rejoints, comme tous les ans, avec plaisir. Voilà, c'est important. Luc Emmanuel remercie encore une fois les services, remercier Philippe et remercier nos 2 intervenants qui ont lancé le débat, hein, Luc Alain de la Banque Postale et puis Thomas Rougier de l'Office de gestion publique locale. Et vous remercier d'être là. Nous allons prolonger ces échanges autour du déjeuner que nous allons prendre rapidement, puisque après il y aura l'AG statutaire toute l'après-midi. Mais merci de votre présence fidèle. Puis comme on est pas mal sur ce sujet depuis quelques temps, on se connaît très souvent et ça fait plaisir de se retrouver. Donc à tout de suite, je ne sais pas où ça a lieu, vous nous indiquez ça? Juste à côté? Voilà, ben on va suivre, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardonnerez, je ne serai pas au déjeuner.